le mythe selon lequel les sœurs étaient des aristocrates britanniques qui ont acquis une immense notoriété au XXe siècle, souvent pour des raisons scandaleuses. Ainsi, certaines étaient détestées, mais d'autres étaient entémées. Les 6 ont été surnommées la duchesse, la fasciste, la communiste, la nazie, la romancière et l'autre. Alors pourquoi étaient-elles si controversées et comment sont-elles devenues célèbres ? Rejoignez-moi alors que nous plongeons dans la vie de chaque sœur. Avant d'explorer la vie de chaque sœur, nous devons examiner l'histoire de leur famille. La famille Mitford, dont sont issues les 6 sœurs Mitford, peut retracer ses origines en Angleterre bien avant la conquête normale du pays au XIe siècle. À l'époque où Guillaume le Conquérant traversa la France pour conquérir l'Angleterre, la famille était dirigée par Sir John le Mitford, qui régnait sur le château de Mitford dans le Northumberland, à la frontière écossaise. Incroyablement, les Mitford ont conservé une présence terrienne ici pendant les 800 années suivantes. Le père des sœurs était David Bertram Old Gively Freeman Mitford, le 2e baron Ridsdale dans la pairie anglaise. Il était notoirement excentrique, mais la famille était relativement accomplie. Par exemple, son arrière-arrière-grand-père avait été un historien britannique réputé au début du XIXe siècle. Leur mère était Sidney Bowles, dont le père, Thomas, était membre du Parlement et écrivain et éditeur éminent, qui a fondé plusieurs magazines britanniques célèbres de l'époque, dont le Vanity Fair original. David et Sidney ont eu 7 enfants après leur mariage en 1904. L'aînée, Nancy, est née quelques mois seulement après leur mariage. Pamela est née en 1907 et a été suivie peu de temps après par Thomas, leur seul fils, en janvier 1909. Leur 3e fille est née en 1910. Il y eut une accalmie avant la naissance du Unity, en août 1914, juste quelques jours après le début de la Première Guerre mondiale, à laquelle David a servi en France. Jessica est née en 1917, suivie enfin par Deborah en 1920. Thomas ne vivrait que jusqu'à la mi-trentaine, car il a été tué au service dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale en 1945, en combattant dans le théâtre du Pacifique. Les sœurs, cependant, allaient presque toutes vivre de longues vies. Celles-ci ont été fortement influencées par leurs parents, David étant farouchement conservateur, tandis que Sarah a flirté tout au long des années 30 et 40 avec le fascisme. La famille Amanchu allait devenir l'une des plus notoires d'Angleterre au cours du XXe siècle, certains membres étant loués et d'autres méprisés. Nancy Mitford est née le 28 novembre 1904 à Londres. L'enfance de Nancy était singulière. Ses parents, des excentriques, ont brièvement expérimenté une idée nouvelle pour l'époque, ne pas réprimander les enfants ni leur parler avec colère. Le résultat, selon les biographes de la sœur aînée Mitford, fut qu'elle devint une enfant difficile qui tombait dans des accès de rage si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. En conséquence, ses parents abandonnèrent leur expérience et commencèrent à éduquer leurs enfants d'une manière plus typique de l'époque. Nancy et ses frères et sœurs furent, pour la plupart, éduqués par des précepteurs privés et des gouvernantes au domaine familial de Ridsdale. C'était souvent un environnement tendu, où les sœurs se disputaient sur de nombreux sujets, et où Nancy était connue pour être une figure dominante qui taquinait ses frères et sœurs plus jeunes. Cependant, des signes de sa future carrière d'écrivain apparaissaient à la fin des années 1910 et au début des années 1920. Nancy a pris l'initiative de créer un magazine familial nommé The Boiler, auquel elle et sa fratrie contribuaient avec des articles. Au début de sa carrière d'écrivaine, Nancy écrivait surtout des histoires de meurtres et de mystères. Nancy a eu 18 ans en novembre 1922. C'était une époque où le bal de débutante était encore un événement majeur, d'autant plus que la vie de Nancy avait été très protégée pendant la majeure partie de sa jeunesse, et cet événement marquait l'entrée de Nancy dans la haute société britannique de l'époque. L'été suivant, elle fut présentée à la cour royale et rencontra le roi George V au palais de Buckingham. Nancy s'imposa rapidement comme membre des Bright Young Things, un groupe de filles et de fils de l'aristocratie britannique dans les années 1920, connus pour leurs activités artistiques et leur mode de vie bohème. Cela comprenait certaines des sœurs Mitford, les frères et sœurs Sitwell, Anthony Powell, John Benjamin et plusieurs autres. Finalement, beaucoup d'entre eux sont devenus des écrivains, peintres et poètes reconnus dans les années 1930 et 1940.
Cependant, aucun n'est devenu aussi accompli qu'Evelyn Waugh, l'auteur de Retour à Brideshead, qui avait été publié en 1945. Waugh et Nancy sont devenus de proches amis, et ils le sont restés pour le reste de leur vie. Les jeunes gens brillants étaient célèbres à l'époque pour leurs fêtes somptueuses à Londres et leur consommation excessive d'alcool et de drogue. C'était une période de fêtes intenses dans de nombreux pays, portée par l'incroyable essor économique qui avait suivi la fin de la Première Guerre mondiale, et la vie mondaine en Angleterre est devenue très extravagante. En partie grâce à l'encouragement de Waugh et en partie en raison de son propre intérêt de longue date, Nancy a commencé à écrire de manière plus soutenue dans la seconde moitié des années 1920. Ce n'était pas une nouveauté pour sa famille. L'arrière-arrière-arrière-grand-père de Nancy, du côté paternel, avait été un historien très respecté au début du XIXe siècle, tandis que son grand-père maternel, Thomas Bowles, avait lui-même été un écrivain de renom qui avait fondé plusieurs magazines importants au XIXe siècle, notamment le Vanity Fair original. Ainsi, la décision de Nancy de devenir écrivaine était en accord avec les antécédents de sa famille. À la fin des années 20, elle écrivait une chronique régulière pour le magazine Lady. Peu de temps après avoir obtenu ce poste, elle a commencé à travailler sur un roman de fiction, qui serait finalement publié au printemps de 1931 sous le titre Highland Fling. Il raconte la rencontre d'aristocrates lors d'une fête dans les Highlands écossais, marquée par l'excès et l'acrimonie entre les invités. L'œuvre contenait des éléments d'une biographie à peine déguisée, et beaucoup des personnages de Eudes et de Fling étaient inspirés des amis et connaissances de Nancy parmi les jeunes gens brillants. Ses efforts ultérieurs dans les années 1930 comme Christmas Pudding, publié en 1932, et Wigs on the Green, paru en 1935, ont continué sur cette lancée en s'inspirant de ses propres expériences. Au milieu de la rédaction de ses livres, la vie amoureuse de Nancy avait changé. À la fin des années 1920, elle fréquentait Hamish Sinclair Erskine, un fils du comte de Roslin. Cependant, la relation était insatisfaisante, principalement parce qu'Erskine était homosexuel, bien que Nancy semble ne pas en avoir eu conscience à l'époque. Elle semblait également ignorer le fait que Erskine avait eu une relation avec son frère Tom à l'université d'Oxford, alors qu'il sortait également avec Nancy. Néanmoins, leur liaison a continué jusqu'en 1933, lorsque Hamish y a mis fin brusquement. Choquée, Nancy a rapidement entamé une relation avec Peter Rodd, le fils du tout nouveau noble Sir Reynald Rodd, premier baron Reynald. Ils se sont mariés en décembre 1933, après seulement quelques mois de fréquentation. Cependant, le mariage fut presque immédiatement malheureux, Peter ayant des liaisons extra-conjugales. Ils n'ont jamais eu d'enfant, bien que Nancy soit tombée enceinte à plusieurs reprises, mais elle a fait des fausses couches à chaque fois. À la fin des années 30, il était clair pour beaucoup qu'il ne s'agissait que d'un mariage de façade pour éviter le divorce, qui était encore mal vu socialement. À la fin des années 30, Nancy passa du temps à éditer la correspondance familiale des Stanley d'Adélaïde, auxquels les Mitford étaient entiers par des liens éloignés. Au début de 1939, Nancy se rendit dans le sud de la France où elle aida à soigner des Espagnols blessés qui avaient traversé la frontière des Pyrénées, fuyant le régime du général Francisco Franco, alors qu'il consolidait son emprise sur l'Espagne à la fin de la guerre civile espagnole. Cette expérience a renforcé ses convictions politiques contre le fascisme, une idéologie politique dont plusieurs de ses jeunes frères et sœurs étaient en de fervents partisans, notamment Diana, qui avait épousé Oswald Mosley, le chef de l'Union britannique des fascistes en 1936. Le début de la Seconde Guerre mondiale, à l'automne 1939, a divisé la famille Mitford, Nancy soutenait l'opposition britannique aux Allemands et s'est portée volontaire dans de nombreux rôles différents en tant qu'aide humanitaire pendant la guerre. Au cours de celle-ci, en septembre 1942, elle a rencontré Gaston Palowski, un Français qui vivait à Londres, en tant qu'aide du général Charles de Gaulle, le chef du gouvernement français, libre en exil. Elle est rapidement tombée amoureuse de Pawlowski, qui était manifestement le véritable amour de sa vie, bien que l'attirance de Pawlowski pour elle ait été moins enthousiaste. En conséquence, lorsque la guerre s'est terminée en 1945, Nancy s'est installée en France peu de temps après et est allée vivre à Paris. Là-bas, elle vivait près de l'appartement de Pawlowski, mais séparément. Son mariage avec Peter était terminé à cette époque, bien qu'ils soient restés légalement mariés jusqu'à leur divorce en 1957. Quand Nancy s'est installée en France, elle avait enfin atteint le succès littéraire tant désiré.
Son 5e livre, La poursuite de l'amour, a été publié en 1945. Comédie romantique, il est devenu un grand succès dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, où les lecteurs étaient enthousiastes à l'idée d'un roman d'évasion après 6 années sombres de guerre. Il s'est vendu à 200 000 exemplaires lors de sa première année de parution et a fait de Nancy une écrivaine reconnue en Grande-Bretagne pour la première fois. Grâce à ce succès, on lui a proposé d'écrire une chronique régulière pour le Sunday Times et elle est devenue financièrement indépendante. Malgré le succès de La poursuite de l'amour et de ses œuvres de fiction suivantes comme L'amour dans un climat froid, publié en 1949, et Ne le dites pas à Alfred, publié en 1960, qui formait une trilogie avec La poursuite de l'amour, Nancy s'est éloignée de la fiction au début des années 50, développant à la place un vif intérêt pour l'écriture de biographies historiques. Son premier livre de ce genre portait sur Madame de Pompadour, maîtresse célèbre du roi Louis XV de France de 1745 à 1751. Le livre a été dénigré par les historiens et les critiques comme une œuvre d'histoire légère, qui se concentrait davantage sur les éléments scandaleux de la vie de Madame de Pompadour que sur les faits historiques concrets de l'époque. Mais il s'est bien vendu, et Nancy passerait une grande partie du reste de sa vie à écrire des biographies historiques. Au cours de ces années, la relation de Nancy avec Pawlowski est restée curieuse. Bien qu'ils passent tant beaucoup de temps ensemble, ils n'ont jamais cohabité. Cependant, ils ne se sont jamais mariés, et Pawlowski était infidèle, entretenant une série d'autres relations et acquérant une réputation de célèbre séducteur dans la France d'après-guerre. De plus, au fil des années, son travail faisait qu'il avait rarement le temps de voir Mitford, puisqu'il a été vice-président du Parlement français pendant plusieurs années dans les années 50, puis a été envoyé en Italie comme ambassadeur de France dans ce pays en 1957. Il y passerait 5 ans, période durant laquelle Nancy le voyait rarement. De plus, leur relation est restée secrète pour la plupart et, bien que Nancy ait finalement divorcé de Rod en 1957, elle et Pawlowski ne se sont jamais mariés. Elle a également continué à écrire et à publier pendant ces années. 3 autres œuvres de biographie historique ont suivi après Madame de Pompadour. Il s'agissait de Voltaire amoureux, une étude sur la relation du philosophe français du XVIIIe siècle avec la marquise de Châtelet dans les années 1740, ainsi que des études sur le roi Louis XIV de France et le roi Frédéric II de Prusse, 2 des plus grands souverains de l'Europe moderne. Son étude sur Voltaire en particulier a été bien accueillie et est encore aujourd'hui considérée comme une analyse importante de la vie émotionnelle de ce poids lourd intellectuel des Lumières temps françaises. Tandis que l'étude sur Louis XIV était un beau livre de table richement illustré du palais de Versailles, ce qui a contribué à son succès commercial. Quand Nancy écrivait ses livres à la fin des années 50 et dans les années 60, sa santé devenait de plus en plus fragile. En particulier, elle souffrait de maux de tête fréquents et d'une vue qui diminuait, et elle craignait de devenir aveugle. Elle était de plus en plus découragée par la dégradation de sa relation avec Pawlowski, qu'elle voyait moins fréquemment après son retour d'Italie à Paris en 1962. Finalement, il épousa la riche duchesse de Sagan en 1969, un geste qui blessa profondément Mitford. Nancy avait alors emménagé dans une nouvelle maison à Versailles, près de Paris. Elle souffrait alors d'un cancer dont elle ne se remettrait jamais complètement. En 1972, elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur pour sa contribution à la littérature française. Peu de temps après, elle a été retournée en Angleterre pour recevoir un traitement médical, mais son état était critique et elle a passé les derniers mois de sa vie dans de grandes souffrances. Nancy Mitford est morte le 30 juin 1973 à 68 ans chez elle à Versailles. Ses cendres ont été rapatriées en Angleterre pour être inhumées dans le caveau familial. Pamela Mitford est née le 25 novembre 1907 à Wilbury, dans le Wiltshire, au sud-ouest de l'Angleterre. Pamela était le 2e enfant de ses parents, car Nancy, une autre fille, était née 3 ans plus tôt. Les Mitford ont eu une enfance singulière, éduquée par des parents très excentriques et majoritairement instruites à domicile. Contrairement à beaucoup de ses frères et sœurs, Pamela n'a jamais développé un grand goût pour la vie citadine et, même dans son enfance, elle aimait les animaux du domaine familial des Mitford. Cette passion allait définir une grande partie de sa vie adulte. Pourtant, il y avait aussi des aspects difficiles dans sa jeunesse. Elle et ses sœurs étaient déterminées et avaient des opinions très arrêtées sur toutes sortes de sujets. En grandissant, une rivalité considérable s'est développée entre elles, en particulier avec Nancy. Taquiner sa jeune sœur sans relâche, mais en vieillissant,
elle et Nancy restèrent proches, tandis que la relation des sœurs avec les sœurs du milieu, Diana et Unity, ainsi qu'avec Tom, allait devenir tendue à cause de leurs opinions politiques. L'amour de Pamela pour la nature, les animaux et l'équitation s'est développé malgré les limitations physiques qui l'ont tourmentée durant sa jeunesse. Elle a souffert de la polio qui l'avait laissée partiellement infirme d'une jambe, mais elle a réussi à surmonter cela et à mener une vie en grande partie épargnée par ce handicap, même si la maladie a entravé ses mouvements dans sa vieillesse. En grandissant, la passion de Pamela pour la vie rurale, du jardinage à la cuisine avec des ingrédients naturels, s'est renforcée. Son amour pour les animaux était aussi notable, ce qui allait marquer une grande partie de sa vie. Elle a passé du temps à Londres parmi la haute société des jeunes gens brillants, avec laquelle sa sœur aînée Nancy et sa sœur cadette Diana étaient associées, mais son cœur est resté à la campagne. Le poète John Benjamin, que Pamela connaissait dans les années 1920 et 1930 et qui était manifestement épris d'elle pendant un certain temps, l'a décrite dans un poème inédit intitulé « Les sœurs Mitford » comme, je cite, « Mademoiselle Pamela, la plus rurale de toutes ». En raison de son amour pour les animaux de la ferme et de sa préférence pour une vie tranquille à la campagne, s'occupant des jardins et prenant soin des chevaux, poneys et chiens. Au début des années 1930, une jeune femme s'intéressait aux choses simples de la vie. À cette époque, la famille Mitford était politiquement très divisée. La mère des sœurs penchait vers le fascisme, qui se répandait à une vitesse alarmante à travers l'Europe continentale durant ces années. Les opinions politiques de Sydney ont influencé deux de ses filles, Diana et Unity, ainsi que son fils unique avec David Tom. Et ces opinions politiques sont devenues des liens politiques à partir de 1932, lorsque Diana est tout d'abord devenue la maîtresse d'Oswald Mosley, le chef de l'Union britannique des fascistes, puis sa femme. Ces liens ont fait que les Mitford ont passé du temps en Allemagne avec des membres haut placés du régime nazi, où le mariage de Diana avec Mosley a eu lieu en 1936. Pourtant, Pamela semble n'avoir jamais soutenu les opinions politiques de Diana, Unity et Tom. Au lieu de cela, lorsque elle et sa mère ont rencontré Adolf Hitler au milieu des années 1930, Pamela a échangé des recettes de pain complet avec le dirigeant nazi, et son principal intérêt portait sur les pommes de terre nouvelles qui ont été servies au déjeuner. De telles préoccupations pratiques reflétèrent la personnalité de Pamela. Ses sœurs, qui l'appelaient une femme, comptèrent sur elle pour des conseils pratiques, et il a été noté que, je cite, « Pam avait souvent raison mais était rarement écoutée ». Dans les moments d'adversité tout au long de leur vie, beaucoup de ses frères et sœurs se tournaient vers elle comme un pilier de stabilité. Au milieu des années 1930, Pamela a commencé une relation avec Derek Jackson. Ils se sont rapprochés grâce à leur passion commune pour les activités équestres, Jackson étant un jockey reconnu, ayant participé au Grand National à Aintree en 1935. Il était issu d'une riche famille galloise, son père, Sir Charles Jackson, ayant été président du News of the World, mais Jackson a lui-même connu le succès de façon indépendante, s'étant imposé comme l'un des principaux physiciens atomistes britanniques dans les années 1930 et ayant obtenu un poste à l'université d'Oxford. La relation entre Pamela et Derek a longtemps été considérée comme une relation de convenance. Derek était bisexuel, tandis que Pamela était presque certainement lesbienne, mais comme elle était très discrète sur sa vie privée, il existe peu de preuves concrètes pour le confirmer. Ils se sont mariés en 1936, et, quelle que soit la nature de leur relation en privé, il est clair qu'ils étaient proches l'un de l'autre. Pourtant, ils n'ont pas eu d'enfant et Pamela ne deviendra jamais mère, bien que sa sœur Jessica ait un jour noté qu'elle aurait été une mère idéale. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté à l'automne 1939, Derek était souvent appelé à quitter leur ferme dans le Berkshire. Ses compétences en tant que physicien le rendaient précieux pour le gouvernement et il a passé une grande partie des premières années de la guerre à aider à améliorer le système de défense aérienne et les radars de la Royal Air Force. Par conséquent, il a volé plus de 1000 heures en tant que navigateur pendant le conflit. En contraste frappant avec le service militaire du mari de Pamela pendant la guerre, à l'été 1940, sa sœur Diana et Oswald Mosley ont été arrêtés en raison de leur lien avec l'Allemagne nazie. Suite à la conquête de la France par les nazis et le début du Blitz visant à soumettre la Grande-Bretagne, les sympathisants nazis tels que les Mosley ont été arrêtés, suspectés d'être une potentielle 5e colonne capable de transmettre des informations à Berlin et de saper l'effort de guerre britannique de l'intérieur. Ainsi, Diana resterait en détention jusqu'en novembre 1943.
La conséquence de cela fut que certains de ses enfants furent recueillis par Pamela et Derek à Rhinnell House, la ferme à la campagne dans le Berkshire. Malgré les affiliations politiques de sa sœur, Pamela écrivait régulièrement à Diana à la prison de Holloway et ne l'a jamais renié. Contrairement à Nancy, l'aînée des Mitfield, qui a qualifié Diana de femme sinistre. Finalement, alors que la défaite de l'Allemagne nazie devenait inévitable en 1943, les Maudsley ont été libérés de prison et assignés à résidence. Alexandre et Desmond ont alors quitté la maison de Pamela et Derek. Après la Seconde Guerre mondiale, Derek a quitté son poste universitaire et ils ont déménagé en Irlande pour vivre au château de Tullyman, près de Fairford et du comté de Tipperary, dans le centre de l'Irlande. Construit au début du XIXe siècle, le château était la pièce maîtresse d'un haras et Pamela était dans son élément ici, avec son amour pour tout ce qui touche à la vie rurale. Comme Derek, car une grande chasse à courre était organisée ici. Leur décision de s'installer en Irlande était en grande partie due à leur désir d'éviter les lourds impôts d'après-guerre qui étaient imposés à la noblesse terrienne en Grande-Bretagne à la suite de la guerre pour payer ce conflit extrêmement coûteux. À Tullyman, Pamela n'était pas complètement coupée de ses sœurs restantes. Deborah avait épousé André Cavendish, un fils du 10e duc de Devonshire en 1941, et quelques années plus tard, il était devenu l'héritier du domaine Cavendish, qui comprenait le château de Lismore et le comté de Waterford en Irlande, non loin au sud de Tullyman. Ainsi, au printemps et au début de l'été, Deborah venait en Irlande, tandis que les invités à Tullyman comprenaient aussi sa sœur aînée Nancy et son amie littéraire de toujours Evelyn Waugh, auteur de Retour à Brideshead, que Pamela connaissait également des cercles sociaux qu'il fréquentait à Londres dans les années 1920 et 1930. L'arrivée de Diana, sœur cadette de Pamela, avec son mari Oswald Mosley en Irlande en 1951, fut peut-être moins bien accueillie que celle des Mitford. Après l'achat d'une maison à Galway, les Mosley étaient devenus des exilés sociaux dans la Grande-Bretagne d'après-guerre et avaient décidé de quitter le pays. Les premières années de Pamela et Derek à Tullyman furent heureuses, mais alors qu'elle se contentait de rester à la campagne irlandaise avec ses chevaux, ses chiens et ses potagers, Derek finit par s'impatienter et voulut retourner au laboratoire. Ils passaient de plus en plus de temps en Angleterre, et avec la complexité de leur sexualité, ils divorcèrent en 1950. La séparation fut officialisée l'année suivante. Ils ont vendu le château de Tullyman. Et Derek est parti occuper un poste au Centre national de la recherche scientifique à Paris, mais Pamela a trouvé un arrangement qui lui a permis de continuer à louer Tullaman à l'acheteur même après la vente. Elle y était restée jusqu'en 1958. Pendant les années où Pamela et Derek avaient vécu ensemble à Tullyman, une amie à eux, une cavalière et entraîneuse italienne du nom de Giuditta Tomasini, avait été une visiteuse fréquente là-bas. Elle a continué à venir régulièrement durant les années 50, après la séparation de Derek et Pamela, et elle et Pamela sont devenues compagnes, bien que la nature exacte de leur relation d'un point de vue sexuel reste quelque peu floue. En 1958, lorsqu'elle a choisi de quitter Tullyman, Pamela a déménagé en Suisse pour vivre avec Tomasini. Il était clair que leur relation ne pouvait plus être cachée, car Jessica, la sœur de Pamela, a dit qu'elle était devenue une « vous savez quoi ? Bienne », et a appelé Tomasini la femme Bellem. La femme allemande de Pamela. Le fait qu'elle ait décrit la femme italienne comme allemande reste quelque peu mystérieux. Pamela et elle étaient donc manifestement heureuses ici pendant de nombreuses années, et elle a vécu en Suisse pendant la majeure partie des années 1960. Finalement, elles ont décidé de se séparer, mais Pamela n'a pas quitté la Suisse avant que ses chiens, dont beaucoup étaient âgés à l'époque, soient à mort car elle ne voulait pas les forcer à déménager en Angleterre à leur âge avancé. Cela indiquait où se situaient ses priorités durant sa vie. En 1972, elle a quitté la Suisse pour s'installer dans la campagne des Cotswolds, dans le Gloucestershire. Son retour en Angleterre lui a valu la distinction d'être la femme qui a introduit la race de poule Appenzeller Spitzhauben en Grande-Bretagne depuis la Suisse. La vieillesse de Pamela s'est déroulée dans la campagne anglaise, avec ses animaux et son jardin, mais ce n'était pas une vie entièrement calme et solitaire. Elle se rendait parfois en Irlande lorsque Deborah était à Lismore et, malgré les divergences de politique de la famille, elle a passé certains hivers en Afrique du Sud avec Diana, où les opinions politiques de Mosé ne les rendaient pas persona non grata auprès de la communauté afrikaner dans le contexte de l'apartheid. Dans les années 1980, elle a eu tardivement une brève carrière à la télévision.
En 1980, elle est apparue dans un documentaire intitulé Nancy Mitford, un portrait par ses sœurs dans lequel elle partageait de nombreux souvenirs de sa sœur aînée alors qu'elle était assise près de la rivière Windrush dans le Gloucestershire, et posée près de ses poneys dans sa ferme. 4 ans plus tard, elle a été invitée à une émission de débat pour parler des poules, une prestation manifestement assez remarquable pour que Deborah déclare ironiquement que Pamela devrait avoir sa propre émission consacrée exclusivement à la volaille. Pamela séjournait chez une amie à Londres au début des années 1990 lorsqu'elle est tombée dans un escalier et s'est fracturé 2 os d'une jambe qui avait toujours été faible à cause de la polio contractée dans son enfance. Elle a subi une opération mais ne s'est jamais complètement rétablie et est décédée à l'hôpital le 12 avril 1994 à l'âge de 86 ans. Fidèle à sa passion pour les chevaux tout au long de sa vie, on pense que ses derniers mots ont été pour demander quel cheval avait remporté le Grand National à Aintree 3 jours plus tôt. Diana Mitford est née le 17 juin 1910 à Londres, en Angleterre. Elle était la 3e fille et le 4e enfant de David Freeman Mitford, 2e baron Rhysdale, et de Sidney Freeman Mitford, né Bowles, qui venait d'une famille littéraire. Diana Mitford a grandi dans un milieu isolé, étudiant à domicile sur la propriété familiale du Gloucestershire et de l'Oxfordshire, comme ses frères et sœurs. Cependant, en 1926, elle a été brièvement envoyée à Paris pour environ 6 mois de scolarité. Elle ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais elle allait passer une grande partie de sa vie ultérieure dans la capitale française. Même à cette époque, Diana avait développé un charme naturel qui attirait les gens dans son cercle, et ses jeunes sœurs Unity, Jessica et Deborah l'admiraient, plutôt que les 2 aînées, des sœurs Mitford, Nancy et Pamela. Finalement, le charme se dissiperait pour Jessica et Deborah, mais l'adoration d'Unity pour sa sœur contribuerait à sa propre histoire tragique. Les Mitford étaient longtemps restés isolés dans l'Oxfordshire, mais dans les années 1920, les 2 sœurs aînées, Nancy et Pamela, avaient été présentées à la cour royale et à la société londonienne, fréquentant dans leur jeunesse certains des écrivains et figures artistiques les plus en vue du milieu du XXe siècle. Chacune des sœurs Mitford a réagi à ces nouvelles libertés de manière différente. Diana, qui était déjà très remarquée à la fin des années 1920. Considérée comme la plus jolie des sœurs Mitford, Diana s'est mariée rapidement après avoir quitté le domaine familial dans l'Oxfordshire. À seulement 18 ans, elle s'est secrètement fiancée au séduisant et charmant Brian Guinness, héritier de la dynastie irlandaise de la brasserie, dont le nom orne des pintes de porter dans le monde entier. Quand elle a informé ses parents, ils étaient d'abord réticents à son mariage vu son jeune âge. Cependant, ils ont finalement cédé et lorsque Diana et Guinness se sont mariés en janvier 1929, ce fut l'un des mariages de l'année dans la haute société britannique. Son mariage avec Guinness a été un véritable choc culturel pour Diana. La famille était incroyablement riche, et avec des armées de personnel et de domestiques dans leur maison en Irlande et en Angleterre, la nouvelle belle-mère de Diana s'est dite stupéfaite du fait que Diana savait faire frire un œuf. Le couple vivait avec une allocation de 20 000 livres par an jusqu'à ce que Brian hérite de sa fortune. Et en plus d'un manoir à Londres, ils avaient une maison à Dublin, non loin de la brasserie Guinness, ainsi qu'un domaine dans le Hampshire. 2 fils, Jonathan et Desmond, sont nés en 1930 et 1931, mais avant même qu'ils ne quittent la petite enfance, Diana était déjà attirée ailleurs. En février 1932, Diana rencontra Sir Oswald Mosley lors d'une soirée chez Emerald Cunard à Londres. Beaucoup considéraient Mosley comme l'un des hommes politiques les plus prometteurs de Grande-Bretagne dans les années 20, lui qui avait auparavant été membre du Parti conservateur avant de passer au Parti travailliste au milieu des années 1920. Quand le Parti travailliste arriva au pouvoir en 1929, il devint chancelier du duché de Lancastre. Cependant, lorsque les membres du Parti travailliste rejetèrent un mémorandum qu'il avait rédigé en 1930 qui exposait un plan pour réduire le chômage massif apparu en Grande-Bretagne après le krach de Wall Street et la Grande Dépression, il quitta également le Parti travailliste et fonda le nouveau parti comme il s'appelait à l'origine. En 1932, à peu près au moment où il rencontra Diana, le nouveau parti devint l'Union britannique des fascistes avec Mosley comme chef. Malgré le fait que Diana et Mosley étaient en tous deux mariés et qu'il y avait 14 ans d'écart entre eux, ils eurent rapidement une liaison. Peu de temps après, Diana décida de quitter son mari et devint la maîtresse de Mosley, horrifiant sa famille et scandalisant la société britannique.
Oswald, en revanche, refusa de quitter sa femme, Lady Cynthia Mosley. Mais elle mourut peu de temps après, en 1933, des suites de complications dues à une péritonite. Malgré le divorce de Diana et la mort de Lady Cynthia, le couple ne se maria qu'en 1936, car Mosley ne s'engagea pas dans la relation pendant plusieurs années. Par exemple, il eut brièvement une relation avec sa belle-sœur, Lady Alexandra Metcalfe, après la mort de sa première épouse. Oswald et Diana se sont mariés le 6 octobre 1936. Cela eut lieu en Allemagne, dans l'une des résidences du ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels, et Adolf Hitler était même présent à l'événement. À cette époque, Diana se rendait régulièrement en Allemagne avec Oswald pour assister au rassemblement nazi à Nuremberg, et Oswald a noué des liens avec les fascistes allemands, car il croyait que son parti prendrait un jour le contrôle de la Grande-Bretagne. Deux fils sont nés peu après leur mariage, Alexandre en 1938 et Max en 1940. Bien que ces affaires conjugales aient provoqué des tensions avec la famille Tom Mitford, la mère de Diana, Sydney, son frère Tom et sa sœur Unity partageaient son attirance pour le fascisme, et il ne fait aucun doute que Diana était une fasciste convaincue. Elle n'a pas été aveuglément entraînée dans l'extrémisme politique en Grande-Bretagne par passion pour son nouveau mari. Bien que ses opinions, plus tard dans sa vie sur les politiques raciales des nazis et leur action génocidaire, aient été complexes, à certains moments elle a exprimé une certaine horreur face à ce qui s'était passé. Mais à d'autres moments, ses déclarations étaient l'un plus neutres. Néanmoins, ses opinions politiques dans les années 30 ont provoqué une rupture totale avec sa sœur aînée Nancy. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en automne 1939, suite à l'invasion allemande de la Pologne, Diana et Oswald ont vu leur position politique et sociale s'effondrer en Grande-Bretagne. Cela contrastait fortement avec l'été 1939, avant le déclenchement des hostilités, lorsqu'un rassemblement de l'Union britannique des fascistes à Londres avait attiré 30 000 participants, l'un des plus grands rassemblements politiques de l'histoire britannique. Compromis par son soutien précoce aux nazis, Oswald commença alors à appeler à un accord de paix négocié avec l'Allemagne. Malgré le danger qu'elle représentait, le gouvernement britannique n'a interdit l'Union britannique des fascistes que le 23 mai 1940, après l'adoption de la loi sur la trahison. 5 semaines plus tard, Diana et Oswald furent arrêtés en raison de craintes sans doute bien fondées du gouvernement britannique que les Mosley et leurs partisans agissent comme une cinquième colonne pour les nazis en Angleterre s'ils étaient autorisés à rester libres. Diana fut emprisonnée à la prison de Holloway à Londres. Oswald fut d'abord détenu séparément, mais en décembre 1941, le Premier ministre Winston Churchill, qui connaissait bien Mosley depuis les années 1910, intervint personnellement pour permettre à Mosley d'être également transféré à la prison de Holloway. Ils y sont restés jusqu'à fin 1943. À ce moment-là, l'issue de la guerre était claire et les Mosley n'étaient plus perçus comme une grande menace pour la sécurité britannique. Par conséquent, ils furent libérés de prison mais restèrent assignés à résidence pour le reste de la guerre. Après la guerre, les Mosley étaient effectivement des parias sociaux au Royaume-Uni. Néanmoins, Oswald tenta de relancer sa carrière politique, en grande partie en se réinventant comme un défenseur d'un État pan-européen. C'était populaire à l'époque car plusieurs États d'Europe occidentale commencèrent à créer ce qui deviendrait la Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis la Communauté économique européenne. Il fonda également le mouvement de l'Union comme successeur d'extrême droite de l'Union britannique des fascistes en 1948, mais il ne rencontra aucun succès à court terme. Les Mosley n'ont finalement pas pu se défaire de la honte liée à leur association avec les nazis dans les années 1930. Ainsi, une fois que le gouvernement leur a rendu leur passeport en 1949, ils ont commencé à faire des plans pour quitter la Grande-Bretagne. Diana Oswald et ses deux fils ont quitté la Grande-Bretagne en 1951, s'installant d'abord en Irlande, où ils se sont établis d'abord à Galway, puis à Fermoy, dans le comté de Cork. Pourtant, ils ont passé la plupart de leurs années d'exil à Orsay, à Paris, avec également des visites occasionnelles en Afrique du Sud, où leurs opinions politiques étaient bien plus acceptées par le régime d'apartheid d'extrême droite dirigé par le Parti national. C'était une vie curieuse en exil. Oswald était fréquemment infidèle et Diana était certainement au courant de ces liaisons, mais elle les ignorait pour la plupart.
Lorsqu'on l'interrogeait sur ses liens avec les nazis dans les années 30, elle exprimait une répulsion apparente pour l'Holocauste et les politiques génocidaires et raciales du régime nazi, mais elle refusait aussi de renier complètement ses amitiés avec Hitler et les autres hauts dignitaires nazis. Dans une interview, elle a affirmé comme 30 j'y suis encore quand c'est tard, et Betfun, ils continueront à me persécuter jusqu'à ce que je dise qu'Hitler était épouvantable. Eh bien, à quoi bon dire cela ? Nous savons tous qu'il était un monstre, qu'il a fait des choses très cruelles et terribles. Mais cela ne change rien au fait qu'il était évidemment une figure intéressante. C'était fascinant pour moi, à 24 ans, de m'asseoir et de parler avec lui, de lui poser des questions et d'obtenir des réponses, même si elles n'étaient pas vraies. Aucune torture sur Terre ne me ferait dire autre chose. Dans les nombreuses interviews qu'elle a données au fil des années, et d'après les récits de ses amis et connaissances, il ne fait guère de doute qu'elle était antisémite, s'interrogeant un jour lors d'une interview avec le journal The Guardian, que les Juifs d'Europe auraient dû être relocalisés en Ouganda, une allusion à peine voilée à un plan nazi visant à déporter les Juifs du continent sur l'île africaine de Madagascar, qui avait été brièvement envisagée en 1940. Alors que les Mosées étaient effectivement incapables de s'impliquer de manière significative dans la politique britannique après la guerre, elle et Oswald ont tous deux beaucoup écrit et publié au cours de ces décennies. Afin de faciliter leur travail, ils ont fondé Euphorion Books, leur propre maison d'édition qu'ils ont nommée d'après un personnage du Faust de Wolfgang Goethe. Mosley a ensuite traduit l'œuvre de Goethe et l'a publiée chez Euphorion. Une grande partie des écrits de Diana étaient politiques. Elle a dirigé l'European de 1953 à 1959 alors qu'elle vivait en France, un magazine politique et culturel promouvant de nombreuses idées politiques des Mosley. Curieusement, le magazine était en faveur de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la toute nouvelle communauté économique européenne. Plus largement, l'European comprenait des contributions du poète américain Ezra Pound, qui avait été un admirateur de Benito Mussolini et du fascisme italien, du poète sud-africain Roy Campbell et de l'écrivain britannique et défenseur de la royauté Henry Williamson, qui, lorsqu'il ne créait pas le personnage de Tarka la Loutre, était un partisan du fascisme européen dans les années 30. Diana a aussi écrit plusieurs livres. L'un d'eux, La Duchesse de Windsor, publié en 1980, était une biographie de Wallis Simpson, dont le désir du roi Édouard VIII de l'épouser en 1936 avait provoqué la crise de l'abdication cette année-là. Édouard et Wallis, alors duc et duchesse de Windsor, avaient vécu près de Diana et Oswald à Paris et avaient aussi créé la polémique en visitant l'Allemagne en 1937 et en rencontrant Hitler. Et d'autres dirigeants nazis après qu'Édouard ait perdu son trône. 2 mémoires personnelles ont aussi été publiées. D'abord, il y eut Une vie de contraste en 1977, qui était une autobiographie franche, puis Être cher, publié en 1985, dans lequel elle revenait sur certaines des personnalités célèbres qu'elle avait connues au fil des ans, y compris ses sœurs, et l'auteur de Retour à Brideshead, Evelyn Waugh. Enfin, Diana a écrit pour plusieurs autres publications de renom, notamment des articles pour The Tatler à la fin des années 1960 et en tant que critique littéraire à la fois pour The New Statesman et le London Evening Standard des années 70 jusqu'aux années 90. Son parcours et ses écrits, notamment une défense de la décision de Magda Goebbels de tuer ses 6 enfants dans le bunker du Führer à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont été controversés. Et des affrontements célèbres avec feu Christopher Hitchens et Max Hastings, un historien renommé de la Seconde Guerre mondiale et rédacteur en chef. Diana a perdu son mari Oswald le 3 décembre 1980 à Orsay, Paris. De nombreuses nécrologies et articles ont souligné la disparition du chef fasciste britannique Mosley, mais sa mort n'a pas suscité une vague de colère contre sa carrière politique, comme cela aurait pu se produire s'il était décédé plus près de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup avaient oublié les Mosley ou n'étaient pas nés dans les années 1930 et au début des années 1940. Après la mort de son mari, Diana était restée en France et a continué à beaucoup écrire, bien qu'elle ait perdu son poste de critique littéraire au London Evening Standard au milieu des années 1990. Lorsque Max Hastings a décidé qu'il ne voulait plus de critiques signées, je cite « la foutue Lady Hitler » dans le journal. Sa réputation de principale femme fasciste britannique était toujours bien vivante 50 ans après la fin de la guerre. Diana est décédée à Paris le 11 août 2003 des suites de complications d'un accident vasculaire cérébral, survenu une semaine plus tôt,
aggravée par la canicule en Europe de l'Ouest avec des températures dépassant 40 degrés Celsius pendant 10 jours en France. À 93 ans, elle a été enterrée dans l'Oxfordshire, dans le caveau des Mitford, à côté de ses sœurs. Les nécrologies et le Valete ont été méprisantes envers ses liens nazis. Bien que ses propres opinions politiques fassent débat, elles restent encore aujourd'hui quelque peu floues et contestées. Unité Mitford est née le 8 août 1914. Ses parents, David Freeman Mitford, deuxième baron Ruysdael, et Sidney Mitford, ont décidé de l'appeler Unité comme un geste symbolique, en raison du fait que la Grande-Bretagne était entrée dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale 4 jours avant sa naissance. Bien que cela n'ait eu initialement aucune signification, Unité a été conçue dans la ville de Swastika, en Ontario au Canada, ce qui est curieux lorsqu'on considère le déroulement de sa vie. Contrairement à ses frères et sœurs aînés, qui avaient presque tous été instruits à la maison, lorsque Unité était en âge d'aller à l'école, la famille avait déménagé dans l'Oxfordshire et ses parents étaient devenus plus enclins à permettre à leur fille cadette de fréquenter une école formelle. Par conséquent, elle a fréquenté l'école St. Margaret à Buchy, dans le Hertfordshire. Enfant, elle avait du mal à s'affirmer au sein de la grande famille. À l'adolescence, ses sœurs aînées étaient déjà des figures en vue de la scène mondaine londonienne, et elles étaient toutes pleines d'opinions et de volontés, avec diverses ambitions littéraires et sociales. Parmi elles, Unité avait du mal à se forger sa propre identité, et cela allait plus tard jouer un rôle dans le développement de sa vie. Au début des années 30, Unité commença à montrer une affinité pour la politique fasciste qui déferlait sur l'Europe à la suite du krach de Wall Street de 1929 et de la Grande Dépression qui s'ensuivit. Sa mère, sa sœur aînée Diana et son frère Tom partageaient ses opinions politiques et, à partir de 1932, lorsque Diana commença à fréquenter Oswald Mosley, le chef de l'Union britannique des fascistes, la famille redevint liée à la politique fasciste naissante de la Grande-Bretagne. Cela contrastait avec la jeune sœur de Unité, Jessica, qui s'intéressait de plus en plus à la politique communiste. Les deux partageaient une chambre dans la maison familiale dans l'Oxfordshire, et au début des années 30, elle était divisée en deux par une ligne tracée à la craie. Jessica décorait son côté avec des photos du premier dirigeant de l'Union soviétique, Vladimir Lénine, et de l'insigne de la faucille, et du marteau du communisme russe, tandis que Unité accrochait une photo d'Adolf Hitler, le chef du parti nazi allemand, et une croix gammée, le symbole nazi. Il serait facile de considérer ces actions comme deux sœurs adolescentes cherchant à se provoquer mutuellement, mais ce fossé politique est devenu bien réel au milieu des années 30. Eh bien, Jessa finirait par s'enfuir en Espagne pour rejoindre le camp communiste pendant la guerre civile espagnole, mais avant même que cela n'arrive, Unité était déjà partie en Allemagne avec Diana pour accompagner Oswald Mosley au rassemblement nazi annuel dans la ville allemande de Nuremberg, au sud du pays, à la mi-automne de 1933. Là-bas, elle rencontra Adolf Hitler pour la première fois et fut rapidement charmée par lui. Après cette première rencontre avec Hitler en 1933, Unité devint déterminée à se faire une place dans le cercle rapproché du dirigeant allemand. Elle dit plus tard de cette première rencontre : « Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il n'y avait personne d'autre que je préférerais rencontrer. » À ce moment-là, Unité était convaincue par Hitler et cela se transforma rapidement en adoration. Elle était désormais déterminée à être aussi proche d'Hitler que possible et à gagner son affection, malgré le fait qu'il avait déjà la quarantaine bien entamée et qu'elle n'avait pas encore 20 ans. En conséquence, Unité retourna bientôt en Allemagne à l'été 1934 et s'inscrivit dans une école de langue à Munich. Unité était tellement obsédée par le dirigeant allemand qu'elle commença bientôt à le traquer, prenant note de ses activités quotidiennes et surveillant les hôtels et cafés qu'il fréquentait. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle remarque que Hitler mangeait souvent à l'Osteria Bavaria à Munich. Alors elle décida de s'asseoir près de l'entrée tous les jours, et lorsque Hitler entrait, il la remarquait. Puis, après 10 mois passés à s'asseoir au restaurant Osteria Bavaria, Hitler l'invita enfin à sa table et, après avoir discuté pendant 30 minutes, Hitler régla l'addition. Unity écrivit ce qui suit à son père au sujet de cette rencontre. « C'était le jour le plus merveilleux et le plus beau de ma vie, et je suis tellement heureuse que je ne craindrai même pas de mourir. Je suppose que je suis la fille la plus chanceuse du monde, car c'est le plus grand homme de tous les temps. » Bientôt, Hitler est également devenu quelque peu épris d'une jeune étudiante britannique blonde, qu'il a décrite comme un spécimen parfait de la féminité aryenne.
il a été impressionné par ses liens fascinants avec la culture germanique, comme son deuxième prénom Valkyrie et le fait que le grand-père d'Unity avait été ami avec Richard Wagner, l'un de ses idoles. Il convient également de noter que Hiller était un homme extrêmement superstitieux et qu'il croyait qu'Unity lui avait été envoyé comme si c'était le destin. Suite à cela, Hiller a commencé à inviter Unity à divers rassemblements du parti et événements officiels, et il s'est servi d'elle pour rendre jalouse sa compagne actuelle, Eva Braun, qui avait 2 ans de plus qu'Unity. À mesure qu'Unity passait de plus en plus de temps avec le dirigeant nazi, l'état psychologique de Braun se détériorait et elle a tenté de se suicider en mai 1935, la deuxième tentative de ce genre. Après cela, les archives montrent que Hiller s'est engagé dans leur relation, apparemment dans la conviction que Braun avait montré une loyauté suffisante envers lui par sa volonté de mettre fin à ses jours s'il la rejetait. Bien que Hiller se soit fixé sur Eva Braun à cette époque, Unity continuait à graviter dans le cercle des dirigeants allemands. Elle l'a accompagné lors de plusieurs événements organisés aux Jeux Olympiques d'été de Berlin en 1936 et était présente à Vienne en mars 1938 après que les nazis eurent réussi à annexer l'Autriche lors d'un coup d'État sans effusion de sang. Le dirigeant nazi a même organisé pour qu'un appartement lui soit attribué dans la ville de Munich, d'où un couple juif a été expulsé. Au total, on pense qu'Unity a rencontré Adolf Hitler à plus de 100 reprises, ce qui signifie qu'elle a passé plus de temps en compagnie du dirigeant nazi après son accession au pouvoir en 1933 que tout autre Britannique. L'ascension particulière d'Unity au sein du parti nazi était vue avec suspicion par de nombreux hauts responsables nazis, même si elle avait gagné la faveur d'Adolf Hitler. Certains craignaient qu'elle ne soit une sorte d'espionne britannique. D'autres étaient simplement déconcertés qu'Adolf Hitler lui permette d'assister à des réunions sociales de son cercle rapproché, dont beaucoup le connaissaient depuis le milieu des années 1920. Pourtant, avec le temps, elle a su en convaincre beaucoup. Sur son exemplaire de Mein Kampf, le manifeste politique autobiographique d'Adolf Hitler, Unity a non seulement réussi à obtenir la signature d'Adolf Hitler, mais aussi celle de Hermann Göring, Heinrich Himmler, ainsi que des autres membres les plus haut placés du régime nazi. Les opinions politiques d'Unity sont assez difficiles à cerner clairement. Elle a adopté bon nombre des attitudes du fascisme allemand, y compris sa forte hostilité raciale envers le peuple juif et d'autres groupes d'Europe de l'Est. Lors d'un rassemblement des jeunesses hitlériennes dans les années 1930, elle a affirmé être une ennemie des Juifs et était fervente dans son fascisme. Lors de son séjour en Angleterre, elle portait l'uniforme noir de l'Union britannique des fascistes lors d'événements sociaux et perturbait des réunions communistes. Cependant, il reste à débattre s'il s'agissait là de la vision politique de quelqu'un qui avait réfléchi aux théories et à l'idéologie fasciste et avait commencé à les défendre, ou bien des actes immatures d'une jeune femme confuse qui voulait vraiment appartenir à un groupe, peu importe lequel. Unity trace sa propre voie concernant sa vision politique à un seul égard. Elle était indiscutablement une nationaliste britannique. Au fil des années, à la fin des années 30, alors que la guerre entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne devenait de plus en plus probable, elle exprimait son souhait que les nazis trouvent un moyen de parvenir à un accord avec la Grande-Bretagne et d'éviter la guerre avec son pays natal. Unity a fait connaître ses sentiments à ce sujet à Adolf Hitler et finalement, son incapacité à concilier son admiration pour Hitler et le fascisme allemand avec son amour pour sa patrie causerait sa perte. Adolf Hitler avait informé à la fois Diana et Unity à l'été 1939 que la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne était inévitable, car les nazis avaient pleinement l'intention d'envahir la Pologne dans les semaines à venir et la Grande-Bretagne, ainsi que la France avait clairement indiqué qu'une telle action entraînerait un état de guerre entre elles et l'Allemagne. À l'approche du jour fatidique, les deux sœurs ont longuement réfléchi à leur plan d'action. Finalement, Diana prit la décision de rentrer chez elle avec Oswald Mosley, et les Mosley commencèrent sans doute à se préparer à obtenir une position de certaine importance en Grande-Bretagne, si les nazis parvenaient à vaincre leur propre pays. Unity prit la décision opposée et resta en Allemagne, malgré les supplications de sa famille pour qu'elle rentre en Angleterre. Tragiquement, l'état psychologique d'Unity était très mauvais dans les jours précédant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Avant que Diana ne quitte l'Allemagne, sa jeune sœur lui avait dit qu'elle pourrait mettre fin à ses jours si les deux pays entraient en guerre, et c'est ce qui arriva.
Quand la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, après l'invasion nazie de la Pologne 2 jours avant, Unity se tira une balle dans la tête avec un pistolet à Munich. Mais la balle ne la tua pas, bien qu'elle soit restée logée dans sa tête. Après sa tentative de suicide, Unity fut envoyée dans un hôpital de Munich où elle resta inconsciente pendant les 2 mois suivants. Pendant cette période, Hitler lui rendit visite à plusieurs reprises et paya ses frais médicaux. Lorsqu'elle reprit enfin connaissance, elle fut envoyée de l'autre côté de la frontière alpine, en Suisse neutre. Là, sa mère et sa plus jeune sœur, Deborah, arrivèrent dans la ville de Berne et organisèrent son retour en Angleterre. Lorsqu'elles arrivèrent finalement en Suisse en janvier 1940, elles trouvèrent Unity dans un état épouvantable. Deborah, écrivant plus de 60 ans l'année plus tard, décrivit sa sœur avec les mots suivants. « Nous n'étions pas préparés à ce que nous avons trouvé. La personne allongée dans le lit était gravement malade. Elle avait perdu près de 13 kilos, n'était plus que de grands yeux et des cheveux emmêlés, intacts depuis que la balle avait traversé son crâne. La balle était toujours dans sa tête, inopérable, a dit le médecin. Elle ne pouvait pas marcher, parlait avec difficulté et sa personnalité avait changé, comme quelqu'un qui avait eu une attaque. Non seulement son apparence était choquante, mais c'était une étrangère, quelqu'un que nous ne connaissions pas. Sa mère et Deborah ont organisé son retour en Angleterre alors qu'elle avait encore une balle dans la tête. Là-bas, malgré les appels à son internement en tant que sympathisante nazie, comme ce fut le cas pour Diana à partir de l'été 1940, Unity est restée à la maison familiale à Oxford. Cela était en partie grâce à l'intervention du ministre de l'Intérieur John Anderson à la demande de son père et parce qu'elle n'était pas considérée comme une menace compte tenu de son état physique et psychologique. Là-bas, elle a été soignée par sa mère, mais malgré le fait d'avoir réappris à marcher et à accomplir certaines tâches de base, elle n'a jamais vraiment retrouvé ses facultés mentales. Une évaluation réalisée par un membre de son équipe médicale quelques années plus tard l'a décrite comme ayant l'âge mental d'une enfant de 10 ans. Malgré cela, il est allégué que Unity aurait eu une relation avec l'officier pilote de la Royal Air Force John Andrews. Il était stationné à proximité et bien qu'il fût un homme marié et père de famille, la liaison dura jusqu'au 11 septembre 1941. Elle ne prit fin que lorsque le Military Intelligence 5 eut vent de ce qui se passait et le rapporta immédiatement à Herbert Morrison, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Il se murmurait également à cette époque qu'Unity parcourt la campagne en voiture et prend à bord des aviateurs, etc. Et les interroge. En conséquence, Andrews a été réaffecté dans le nord de l'Écosse, où il est peut-être décédé plus tard dans un accident de Spitfire en 1945. À la fin du printemps de 1948, Unity est tombé malade lors d'une visite familiale sur la petite île d'Inchkenneth, au large de la côte ouest de l'Écosse. C'était un terrain que les Mitford avaient acquis quelques années plus tôt. La balle dans sa tête avait bougé, et son cerveau a commencé à enfler. Elle a été emmenée à l'hôpital, mais les médecins ont décidé qu'il n'était pas possible d'opérer. Peu de temps après, le 20 mai 1948, elle est décédée de la méningite, à l'âge de 33 ans. Après sa mort, Unity a été l'objet de nombreuses rumeurs et théories du complot. L'une d'elles est apparue après la déclassification en 2002 des rapports du Military Intelligence, 5 la concernant. À l'époque, un journaliste britannique, Martin Bright, a publié un article dans l'Observer dans lequel il a émis l'hypothèse qu'Unity ne s'était pas du tout tiré une balle, mais que la blessure avait probablement été inventée pour éviter qu'elle ne soit arrêtée à son retour en Grande-Bretagne. L'article de Martin Bright a suscité une réponse ferme de Deborah Mitford dans les pages du même journal. Martin Bright a reconnu s'être trompé dans un article ultérieur publié dans le New Statesman en 2007. Une deuxième théorie du complot concernant Unity impliquait également Martin Bright. Dans le même article du New Statesman en 2007, Martin Bright a déclaré qu'après sa première publication en 2002, il avait reçu une information selon laquelle Unity serait en réalité revenue en Grande-Bretagne enceinte en 1940 et qu'elle avait accouché d'un enfant dans une maternité à Oxford. Martin Bright a donc émis l'hypothèse que Unity aurait pu porter l'enfant de Hitler et que le descendant du dirigeant nazi aurait ainsi vécu sans le savoir en Grande-Bretagne pendant toute la seconde moitié du XXe siècle.
Un documentaire de Channel 4 intitulé « La fille britannique de Hitler » a ensuite été diffusé fin 2007, mais les affirmations sont restées entièrement spéculatives, puisqu'aucune trace d'une naissance de Unity à Oxford en 1940 n'a jamais été retrouvée. Cependant, cela n'était pas rare, car les registres de naissance des premiers jours de la guerre étaient incomplets en raison des troubles causés par le conflit. Jessica Lucy Freeman Mitford, qui serait connue sous le nom de Decker par ceux qui la connaissaient depuis ses premières années, est née le 11 septembre 1917 à Astor Manor dans l'Oxfordshire. Jessica et ses frères et sœurs ont eu une éducation quelque peu dysfonctionnelle. Leurs parents excentriques les ont surtout instruits à domicile, bien qu'à la naissance de Jessica, cette idée ait été assouplie et qu'elle ait été reçue une scolarité formelle limitée. Elle était principalement autodidacte pour ses lectures et ses opinions politiques. Au début des années 30, alors que Jessica entrait dans l'adolescence, la famille Mitford devenait de plus en plus divisée sur le plan politique. Les sœurs Mitford du milieu, Diana et Unity, ainsi que leur unique frère Tom, étaient des partisans du fascisme. De plus, lorsque Diana entama une relation avec Oswald Mosley, le chef de l'Union britannique des fascistes, en 1932, les liens de la famille avec le mouvement fasciste britannique devinrent très concrets. À partir de 1933, Diana et Unity passèrent de plus en plus de temps en Allemagne, assistant à des rassemblements nazis et fréquentant Hitler, ainsi que les autres dirigeants du parti nazi. Cela se manifesta à la maison dans l'Oxfordshire, où Jessica et Unity, qui étaient les plus proches en âge, devinrent antagonistes l'une envers l'autre, car Jessica favorisait de plus en plus le socialisme et le communisme, l'ennemi idéologique du fascisme. En conséquence, elle était connue comme le mouton rouge de la famille. Au printemps de 1937, Jessica, âgée de seulement 19 ans, fit la une des journaux nationaux en Grande-Bretagne. Peu de temps avant cela, elle avait rencontré et était rapidement tombée amoureuse d'Esmond Romilly, un socialiste britannique antifasciste et neveu par alliance de Winston Churchill, le futur Premier ministre britannique et chef de guerre. Mitford et Romilly faisaient l'objet de nombreux articles dans les journaux ce printemps-là, car ils s'étaient enfuis de Grande-Bretagne pour se rendre en Espagne afin de soutenir le mouvement communiste et républicain dans la guerre civile contre les nationalistes, qui finirait par tomber sous le commandement absolu du général Francisco Franco. Jessica et Esmond arrivèrent en Espagne plus tard ce printemps-là, où ils restèrent, malgré l'envoi d'un navire de guerre britannique dans la région, pour tenter de ramener chez elle cette fille d'un aristocrate britannique et le neveu par alliance de l'une des principales figures politiques du pays. Cependant, une fois que leurs visas espagnols furent menacés de révocation, ils acceptèrent de repasser la frontière vers la France. Là, ils se marièrent lors d'une cérémonie civile à Bayonne le 18 mai 1937. Le jeune couple resta en France pendant un certain temps, espérant retourner en Espagne pour rendre compte de la guerre, mais ils durent finalement abandonner cet objectif. Ils retournèrent donc à Londres où Esmond travailla sur un mémoire intitulé Boadilla, un récit de son temps passé avec la brigade anglaise combattant aux côtés des communistes en Espagne en 1936, avant que Jessica ne le rejoigne dans ses voyages. Là-bas, ils vécurent dans l'East End, dans un appartement qu'un ami d'Esmond leur avait fourni. Tragiquement, une fille nommée Jessica, d'après sa mère, née en décembre 1937, est décédée en mai suivant à cause d'une épidémie de rougeole dans la capitale britannique. Peu après leur retour en Angleterre, Jessica et Esmond en sont repartis. En février 1939, ils ont émigré aux États-Unis où ils ont mené une vie en grande partie sans le sou et itinérante, malgré leurs origines aisées. Finalement, ils se sont installés à Greenwich Village, à New York, qui développait déjà sa réputation de centre bohème dans le sud de Manhattan. Jessica a brièvement travaillé dans une maison de couture, tandis qu'Esmond a cherché un emploi de journaliste. Cette brève période a été interrompue lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en Europe en septembre 1939, alors que les fascistes que Jessica avait toujours applaudis entraient en guerre contre son pays natal. Esmond est parti sans délai au Canada pour s'engager dans l'aviation royale canadienne. Jessica a passé les premières années de la guerre chez Virginia et Clifford Durr, deux militants des droits civiques qui vivaient à Washington District de Columbia. Là-bas, Decker a donné naissance à une fille qu'elle a appelée Constantia en février 1941. Malheureusement, le père de Constantia est mort avant qu'elle n'ait un an.
Esmond a été porté disparu au combat alors qu'il participait à un raid aérien contre la ville de Hambourg en Allemagne le 30 novembre 1941. Son avion aurait disparu au-dessus de la mer du Nord. Il n'avait que 23 ans à l'époque. Jessica a réagi à la disparition de son mari en se plongeant dans le travail, en faisant du bénévolat auprès de nombreuses organisations aux États-Unis. Le pays est entré en guerre une semaine après la mort de Romilly, suite à l'attaque de Pearl Harbor par le Japon. Au cours de cette période, elle a rencontré Robert Troyalf, un diplômé en droit de Harvard, qui s'est engagé dans le mouvement des droits civiques avec elle, même avant la fin de la guerre. Le mouvement prenait de l'ampleur à cette époque car les leaders des droits civiques soutenaient en tant que les Afro-Américains devaient avoir des droits égaux aux États-Unis lorsqu'ils commencèrent à rentrer d'Europe et du Pacifique après la guerre, ayant combattu pour leur pays. Jessica et Troy Alf se sont mariés en 1943 et elle est devenue citoyenne américaine l'année suivante. Ils ont rapidement eu 2 fils. Nicolas est né en 1944 et Benjamin est arrivé en 1947. Malheureusement, Nicolas est décédé alors qu'il était encore enfant en 1955 après avoir été renversé par un bus. À cette époque, ses parents étaient fortement impliqués dans le mouvement des droits civiques en Amérique et avaient également rejoint le Parti communiste des États-Unis. Une affiliation politique qui est devenue extrêmement dangereuse pendant les chasses aux sorcières anticommunistes du sénateur Joseph McCarthy dans les années 1950. En tant que mère, Jessica laissait clairement beaucoup à désirer. Interviewée en 2006, ses enfants Constantia, issus de son mariage avec Romilly et Benjamin, nés de son union avec Troy Huff, ont déclaré qu'elle n'était pas une mère négligente, mais que son travail passait toujours avant la maternité. Elle avait peu de temps pour les subtilités de l'éducation des enfants et n'était pas vraiment une femme au foyer, accomplissant rarement les tâches ménagères ou la cuisine. Ses enfants l'appelaient Deka plutôt que maman, tandis que Benjamin affirmait avoir été en grande partie élevé par sa demi-sœur aînée plutôt que par sa mère. Malgré un style parental imparfait, Jessica s'est épanouie en tant qu'écrivaine pendant l'après-guerre. Elle a contribué à de nombreuses publications dans les années 1950 avant de publier son premier livre en 1960, un mémoire célèbre intitulé « Les rebelles d'Onsen ». Ce récit autobiographique de son enfance dressait le portrait d'elle-même, protestant contre l'inclination croissante de sa famille vers le fascisme. Dans un passage mémorable, elle décrit sa sœur Unity en train de graver des croix gammées sur les fenêtres du manoir de l'Oxfordshire dans les années 1930, au-dessus desquelles Jessica grava ensuite la faucille et le marteau soviétique. Les mémoires sont devenus un classique et ont été largement salués depuis par des personnalités aussi notables que Christopher Hitchens et Joanne Kathleen Rowling. Les années 1960 ont été une période remarquable dans l'histoire des États-Unis et dans la vie de Jessica Mitford. Tout a commencé pour elle avec des rencontres avec le Ku Klux Klan, les Freedom Riders et Martin Luther King en 1961. Lors d'un voyage de recherche à Montgomery, en Alabama, l'un des sites les plus importants du mouvement des droits civiques en cours, Jessica Mitford et une amie ont fini par rencontrer un groupe de Freedom Riders, des militants des droits civiques qui voyageaient en bus entre les villes américaines, pour mobiliser le soutien en faveur de la fin de la ségrégation raciale dans les États du Sud. Peu de temps après, le groupe a été attaqué par une branche du Ku Klux Klan, après quoi Jessica Mitford s'est rendue à une réunion où Martin Luther King était l'orateur principal. Le clan a renvoyé un groupe pour perturber le rassemblement, ce qui fut une introduction marquante au Sud et à sa politique pour Jessica Mitford. Peu de temps après, l'attention de Jessica Mitford s'est détournée du Sud des États-Unis vers l'industrie funéraire américaine. Elle a commencé à enquêter sur les aspects les plus néfastes d'une industrie qui prétendait aider les personnes en deuil, mais que Jessica Mitford en est venue à croire exploiter ces personnes. Le résultat en 1963 fut un nouveau livre intitulé « La mort à l'américaine ». Dans cet ouvrage, Jessica Mitford soutenait que les directeurs de pompes funèbres à travers les États-Unis exploitaient le choc et le chagrin ressentis par les endeuillés pour convaincre les familles et les proches des défunts de payer pour une série de services dont ils n'avaient pas réellement besoin. Cela allait de services funéraires somptueux et de cercueils ornés à la mise à disposition de conseillers en deuil. Un aspect particulièrement frappant de cela était sa description des pratiques mortuaires, qui étaient jugées si explicites selon les normes des années 1960 que Jessica a d'abord eu du mal à trouver un éditeur.
Elle a également longuement décrit la manière dont les familles en deuil se voyaient en vendre des vêtements de créateurs pour habiller les défunts, et tout, des cosmétiques coûteux et des soins esthétiques jusqu'au blanchiment des dents, étaient ajoutés aux factures. Les recherches de Mitford étaient méticuleuses, basées sur des documents qu'elle a consultés dans des salons funéraires et des bureaux d'état civil dans différentes régions du pays. Le livre est ensuite devenu un best-seller et a conduit à une audition au Congrès à Washington District de Columbia pour délibérer sur la nécessité de réglementer plus strictement l'industrie funéraire à l'échelle nationale. Avec la publication de Haunts and Rebels et The American Way of Death, Jessica s'est imposée comme une figure littéraire et une commentatrice sociale reconnue tanisinia au lettrement Nantsan i Rantsenit. Elle est ainsi devenue une rédactrice régulière pour de nombreuses publications telles que l'Atlantic Monthly et Vanity Fair. Beaucoup de ses articles continuent de critiquer l'Amérique des entreprises et ses pratiques. Decker reste devenue l'une des plus grandes journalistes d'investigation de son temps. Le journalisme s'est concentré sur la guerre du Vietnam, la conscription et le système carcéral, qui s'étendait déjà pour devenir le complexe industriel carcéral de fin du XXe et début du XXIe siècle en Amérique. Ce dernier reportage a été publié sous forme de livre en 1973, intitulé « Châtiment aimable et inhabituel, le business des prisons ». Elle a également publié de nombreux autres livres au fil des années, notamment Le procès du Dr Spock, La fabrication d'un mucraker et La manière américaine de naître, entre autres. Decker a également enseigné dans plusieurs établissements à partir de la fin des années 1960, notamment à l'Université d'État de San José, non loin de San Francisco, où elle avait vécu avec ses 2 enfants survivants et son second mari, pour la plupart, depuis le milieu des années 1940. Ce dernier poste est devenu un sujet de célébrité en 1973 lorsque Mitford a refusé de se plier à une demande exigeant que tout le personnel prête serment d'allégeance à la Constitution des États-Unis, ce qui, combiné à sa position connue en tant que communiste éminente dans les années 50, a entraîné des manifestations sur le campus, tant pour que contre sa présence continue en tant qu'enseignante là-bas. En 1977, elle a publié un second mémoire intitulé « Un vieux et noble conflit », qui traitait en grande partie de ses expériences en tant que membre du mouvement communiste américain dans les années 1940 et 1950, un mouvement qu'elle avait depuis quitté et dont elle était critique à bien des égards. Decker avait cependant un côté plus léger. Dans les années 70, elle a enregistré quelques albums de musique, tandis que ses apparitions à la télévision dans les années 80 montraient un côté enjoué et plein d'esprit de sa personnalité. Et ce, malgré la gravité des sujets qu'elle avait abordés dans son travail au fil des décennies. Dans les années 1990, elle a développé un cancer du poumon. Et elle est finalement décédée de cette maladie à l'été 1996, à l'âge de 78 ans. Ses souhaits, conformément à ses critiques de l'industrie funéraire au fil des années, étaient d'avoir une cérémonie peu coûteuse. Lorsque les frais de crémation ont été retirés de l'équation, cela n'a coûté que $58. Ses cendres ont été dispersées en mer. Une cérémonie commémorative a eu lieu à San Francisco, où des orateurs célèbres ont salué son sens de l'humour mordant et son anticonformisme tout au long de sa vie. Au moment de sa mort, le San Francisco Chronicle a écrit « En cette époque étrangement plate de diversité, elle était l'oiseau le plus rare, une créature exotique qui se levait chaque matin pour devenir le soleil autour duquel des milliers de vies gravitaient. » Elle a laissé derrière elle son mari Robert Troyaf, qui est décédé 5 ans plus tard, ainsi que ses enfants Constancia, Romilly et Benjamin Troyaf, qui sont tous deux encore en vie au moment de la réalisation de cette vidéo et qui ont respectivement 82 et 75 ans. Petite France. Deborah Vivian Freeman Whitford, qui serait connue sous le nom de Deborah par sa famille puis par sa belle-famille, est née le 31 mars 1920 à Astle Manor dans l'Oxfordshire. Son enfance fut complexe. Ses parents avaient voulu un 2e fils, et ainsi elle fut en grande partie négligée. Ils étaient aussi très excentriques, et leur mariage était extrêmement tendu durant la jeunesse de Deborah, s'effondrant complètement à la fin des années 1930 et au début des années 1940. En tant que Benjamine des 6 sœurs, elle était éclipsée et beaucoup taquinée par ses aînés, bien qu'elles aient eu pour elle une affection typique lorsqu'on est le plus jeune membre d'une grande famille. Durant sa jeunesse, Deborah chassait le renard le samedi et faisait du patin à glace le dimanche. Elle a reçu peu d'instructions formelles, étant principalement éduquée par une gouvernante et divers précepteurs.
Deborah n'était encore qu'une enfant lorsque Diana a commencé à fréquenter Oswald Mosley, le chef de la toute nouvelle Union britannique des fascistes en 1932. La famille fut rapidement attirée dans les hautes sphères du fascisme européen, Unity allant jusqu'à s'installer en Allemagne au milieu des années 30, alors qu'elle était à peine adulte, pour devenir l'une des plus proches confidentes féminines d'Adolf Hitler. Par conséquent, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, Deborah a vécu l'étrange expérience de dîner avec Adolf Hitler à Munich, bien que des années plus tard, elle ait souligné dans ses souvenirs qu'il y avait eu très peu de conversations ouvertes. Hitler ne parlait pas anglais et Unity devait faire la traduction. Au milieu des années 30, la politique de la famille Mitford commençait à peser sur les relations entre ses différents membres. Alors que Diana et Unity se rapprochaient du fascisme britannique et allemand, rejointes dans cette vision politique par leur mère Sydney et leur frère Tom, Jessica, la deuxième plus jeune sœur, était communiste, tandis que Nancy était particulièrement horrifiée par les fréquentations de Diana. Le père des filles, David, s'opposait également au fascisme allemand, et les tensions que cela provoqua avec sa femme menèrent finalement à leur séparation définitive. Deborah et dans une certaine mesure sa sœur aînée Pamela, toutes deux passionnées par tout ce qui touchait à la vie rurale, devinrent dans les membres neutres de la famille, maintenant pour la plupart de bonnes relations avec tous, alors que d'autres connaissaient de vives disputes, notamment entre Nancy et Diana et entre Jessica et Unity. Deborah écrivit plus tard à propos de ses sœurs. Je ne partage pas les opinions fascistes de Diana, mais mon amour pour elle a surpassé ce côté de sa personnalité, et Unity a toujours été celle qui était à part. L'auteur et biographe britannique Selina Hastings a écrit que Deborah était, de loin, la plus équilibrée de toutes les sœurs. Elle avait les pieds sur terre. Ce rôle de médiatrice et d'arbitre fit de Deborah, qui n'avait que 19 ans au moment où la Seconde Guerre mondiale éclata, la fille qui partit avec sa mère en Europe à la fin de 1939, lorsque Unity arriva en Suisse avec une balle dans la tête, après avoir tenté de se suicider le 3 septembre, le jour où la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne. Deborah et sa mère raccompagnèrent Unity en Angleterre, mais elle ne se remit jamais des lésions cérébrales causées par la balle dans sa tête et mourut à la fin des années 1940 lorsque celle-ci changea de position. Deborah resta pendant des décennies une défenseuse inébranlable des actes de sa sœur, s'opposant aux médias et même à sa belle famille lorsque l'on évoquait les liens douteux de sa sœur avec les dirigeants de l'Allemagne nazie. Cela mis à part, Debo n'avait aucune affinité avec les opinions politiques du national-socialisme, mais était plutôt une conservatrice britannique traditionnelle tout au long de sa longue vie, bien qu'elle ait flirté avec son mari avec un nouveau mouvement libéral dans les années 1980, comme vous le verrez. Sa défense de Unity reposait uniquement sur la loyauté familiale, et longtemps après la guerre, Deborah resta en bons termes avec tous ses frères et sœurs survivants. Peu de temps après son voyage en Suisse pour ramener Unity de l'Europe déchirée par la guerre, Deborah accepta d'épouser André Cavendish, un fils cadet d'Edward Cavendish, 10e duc de Devonshire, l'un des pairs les plus éminents de Grande-Bretagne. Ils se sont mariés en 1941 à l'église priorale de Saint-Barthélemy le Grand, West Smithfield, Londres. Peu de temps après leur premier enfant, un garçon nommé Mark, est né le 14 novembre 1941, mais il est décédé quelques minutes après sa naissance. Comme nous le verrons, d'autres enfants sont venus dans les années qui ont suivi, mais l'histoire natale de Deborah était compliquée. La vie conjugale était également éprouvante pour l'âme. Son beau-frère Guillaume, l'héritier du duché, a été tué en septembre 1944 alors qu'il dirigeait une division des Coldstream Guards, le plus ancien régiment de l'armée britannique. Cela s'est produit en Belgique après l'invasion de la France par les Alliés et l'ouverture d'un front occidental à l'été de cette année-là. Guillaume, ou Billy comme on l'appelait, avait épousé Kathleen Key Kennedy seulement 4 mois auparavant. Elle était la sœur du futur président et connaîtrait elle aussi une fin tragique. Malgré la brièveté de leur mariage, ce lien plaça Deborah dans le cercle des Kennedy, et elle et son mari seraient tant plus tard les invités du président John F. Kennedy à Washington. Avec le décès de son frère, André devint l'héritier désigné. Et lorsque son père mourut également subitement d'une crise cardiaque au début de l'hiver 1950, André succéda comme 11e duc de Devonshire. Avec cela, Deborah, qui n'aurait pas pensé obtenir un tel titre lorsqu'elle épousa André en 1941, devint duchesse de Devonshire.
En tant que duchesse de Devonshire, Deborah devint la maîtresse de l'une des demeures les plus prisées de Grande-Bretagne, le manoir de Chatsworth. Le domaine de Chatsworth était passé pour la première fois entre les mains de la famille Cavendish en 1549, lorsque Sir Guillaume Cavendish, un haut fonctionnaire royal, l'avait acheté. Son descendant, Guillaume Cavendish, 4e comte de Devonshire, puis premier duc de Devonshire, commença la construction de la maison moderne en 1687, qui devint finalement une vaste demeure de 5 étages, de 81 000 mètres carrés, avec 300 pièces. Son descendant, le 4e duc, épousa plus tard Lady Charlotte Boyle, l'unique héritière de l'immense domaine Boyle en Irlande, ce qui apporta une richesse considérable à la famille. Ainsi, le château de Chatsworth avait prospéré comme l'un des centres gris de l'aristocratie britannique au XVIIIe et XIXe siècle. Deborah l'a transformé en une demeure seigneuriale moderne pendant les 54 années où elle a porté le titre de duchesse aux côtés de son mari en tant que duc. Ce fut une lutte acharnée. Malgré la richesse historique de la famille, ils étaient lourdement endettés lorsque André et Deborah sont devenus ducs et duchesses en 1950. Environ 7 millions, l'équivalent de bien plus de 200 millions dans l'argent d'aujourd'hui, étaient indebtés au gouvernement. Cela était dû aux lourds impôts sur la fortune imposés en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale et aux droits de succession prélevés lors du décès du 10e duc en 1950 sur le vaste domaine de Chatsworth. Beaucoup des conseillers d'André et Deborah à cette époque pensaient que la situation financière était irréparable et conseillaient de morceler le domaine de Chatsworth et d'en vendre des parties. Mais ils ont choisi une autre approche. Ils ont décidé de vendre de nombreuses œuvres d'art précieuses ainsi qu'un deuxième palais du XVIe siècle, Hardwicke Hall. Le couple était déterminé à réaménager Chatsworth et à en faire l'un des plus grands centres touristiques du nord de l'Angleterre. Quand André et Deborah ont décidé cela, le château de Chatsworth était en mauvais état, les ducs de Devonshire ne l'ayant pas utilisé comme résidence principale depuis longtemps. Il avait plutôt été loué un temps comme pensionnat pour jeunes filles. Ainsi, la maison nécessitait une restauration. Deborah est devenue la décoratrice en chef lors de la restauration, supervisant la remise en état des pièces familiales et la rénovation de nombreux espaces communs. En 1959, la maison et les terrains principaux étaient enfin suffisamment bien restaurés pour emménager. Ce n'était que le début d'un long processus. Deborah a transformé les terrains autour de la maison en grand jardin pour démarrer une petite entreprise artisanale. Le résultat, de nombreuses années plus tard, fut un domaine autosuffisant, et les touristes qui visitent aujourd'hui la maison Chatsworth peuvent manger dans un restaurant où la plupart des produits proviennent de la ferme et des jardins environnants. Cela a ensuite été élargi avec l'ouverture de la boutique de la ferme de Chatsworth. Deborah était complètement plongée dans la vie rurale. Elle avait des chiens, des chevaux et du bétail, appréciait la chasse et organisait divers salons agricoles et événements équestres. Finalement, dans les années 90, elle a même commencé à publier des livres sur la ferme et les jardins, notamment Le jardin de Chatsworth en 1999 et le livre de cuisine de Chatsworth en 2003. Ceci n'était qu'un des éléments du renouveau de Chatsworth. Le château de Chatsworth se trouve au centre d'un domaine de 35 000 acres, sur lequel se trouvent de nombreux sites touristiques importants, notamment le manoir Tudor de Bess de Hardwicke, une célèbre compagne de la reine Elizabeth Eyre. Au-delà de cela, la beauté pittoresque du Peak District, où se situe le domaine, fait de celui-ci une attraction considérable pour les touristes du nord de l'Angleterre. Debo était au premier plan de ce développement dans les premières années, allant même jusqu'à tenir la billetterie du château lorsque celui-ci est devenu un site touristique. Elle a également supervisé la création et la rénovation de plusieurs hôtels, situés sur le domaine ou à proximité, à Baslow et dans d'autres villages, entre le château et la ville de Chesterfield. Grâce à tout ce travail, dans les années 90, Chatsworth était devenue l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Angleterre. Cela représente un élément clé de l'héritage de Deborah en tant que duchesse. Aujourd'hui, plus d'1 demi-million de visiteurs se rendent à Chatsworth chaque année, plaçant ce lieu au même niveau que la Tour de Londres et le Royal Albert Hall. Malgré le succès de Chatsworth sous la direction de Deborah, sa vie familiale a été marquée par de nombreuses tensions. André a été à plusieurs reprises infidèle et cela a été rendu public lorsqu'il a été appelé à témoigner lors d'un procès pour cambriolage, au cours duquel il a été contraint d'admettre qu'il était avec une autre femme la nuit en question.
Debo a toléré ses infidélités pendant de nombreuses années, ainsi que son alcoolisme quasi chronique, dont il parlait ouvertement. Elle a finalement affronté cela dans les années 1980, disant à son mari que c'était elle ou l'alcool. Dans ses mémoires, elle affirme que pendant 20 ans jusqu'à sa mort, il est resté sobre. Deborah a également affiché publiquement sa solidarité, faisant campagne avec lui dans les années 80 lorsqu'il s'est impliqué dans le Parti social-démocrate, un parti centriste pro-européen de courte durée. Ce parti était en grande partie composé d'anciens membres du Parti travailliste qui étaient mécontents de son virage à gauche à l'époque. Interrogée des années plus tard sur les raisons de sa fidélité à son mari, elle a répondu que c'était parce qu'il n'était pas ennuyeux. La situation d'André et Deborah en tant que parents était aussi compliquée. Après la mort à la naissance de Marc en 1941, 2 enfants en bonne santé, Emma et Pérégrin, sont nés en 1943 et 1944. Mais par la suite, Deborah a fait une fausse couche en 1946 et a perdu 2 enfants décédés peu après leur naissance en 1947 et 1953. La tragédie d'avoir perdu 4 enfants à une époque où un tel taux de mortalité infantile devenait rare grâce aux progrès médicaux a été quelque peu atténuée lorsqu'un enfant en bonne santé, prénommé Sophie, est né en 1957. À la fin des années 1990, le château de Chatsworth était devenu un immense succès et les Devonshire pouvaient s'engager dans un large éventail d'activités philanthropiques. Pour ses actions en faveur du Royal Collection Trust, la plus grande collection d'art au monde, Deborah a été nommée Dame Commandeur de l'Ordre royal de Victoria par la reine Elisabeth II en 1999. En 2004, André est décédé à l'âge de 84 ans et leur unique fils survivant, Pérégrin, a succédé comme 12e duc de Devonshire, un poste qu'il occupe toujours. Suite à cela, Deborah a quitté Chatsworth pour laisser la place à son fils et est retournée à l'ancienne conciergerie du domaine de Chatsworth où elle avait vécu dans les années 50 avec son mari. La famille Cavendish figurait régulièrement sur la liste des riches du Sunday Times et en 2023, on estimait que leur fortune s'élevait à 905 millions de livres sterling, résultat de leur vaste propriété foncière et également de leurs investissements dans des chaînes hôtelières à l'étranger. L'esprit d'entreprise de Deborah n'avait pas seulement sauvé le duché des difficultés financières qu'il avait connues dans les années 50, mais avait aussi permis aux Cavendish de redevenir l'une des familles aristocratiques les plus riches d'Angleterre. Deborah est décédée le 24 septembre 2014 à l'âge de 94 ans. À ce moment-là, elle était la dernière des sœurs Mitford encore en vie depuis plus d'une décennie, Diana étant décédée en 2003 et Pamela et Jessica avant elle, au milieu des années 90. Plus de 600 membres du personnel et des centaines de membres du public étaient présents à ses funérailles. Et même des membres de la famille royale ont bordé le trajet de Chatsworth House jusqu'à l'église Saint-Pierre à Edensor où elle a été enterrée. Elvis, son musicien préféré, a été joué lors des funérailles. Deborah Mitford, duchesse douairière de Devonshire, laisse derrière elle son fils et ses 2 filles, ainsi que 8 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. C'était une fin appropriée pour les excentriques et controversées sœurs Mitford. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur les sœurs Mitford, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante et si vous l'avez regardée jusqu'au bout, un merci tout particulier à vous. Si vous souhaitez plus de vidéos longues comme celle-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous et si vous avez d'autres suggestions de personnes que vous aimeriez voir traitées, laissez-les aussi dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur mise en ligne. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Alors, je vous retrouve tous dans la prochaine vie oubliée. Merci.